En allant chez son employé pour réclamer le loyer en retard, le millionnaire s'effondra en larmes en voyant une fillette affamée, identique à lui. Théo Morel descendit les escaliers en marbre de son immeuble haussmannien, le pas ferme, le regard froid, les pensées pesantes. À 39 ans, il dirigeait l'une des plus grandes entreprises de services de nettoyage de Paris, possédait une dizaine d'immeubles résidentiels et 2 voitures de luxe qu'il n'utilisait presque jamais. Mais ce matin-là, ce n'était ni en costume 3 pièces ni au volant de sa berline allemande qu'il avait décidé de régler un problème. Il avait enfilé un manteau discret, pris le métro et traversé Paris jusqu'à Saint-Denis, seul. Une démarche inhabituelle pour un homme qui déléguait presque tout. « Si je veux qu'on me respecte, je dois montrer que je suis présent », s'était-il répété avant de sortir. Le ton était sévère, la phrase prononcée avec la même froideur qu'il utilisait pour licencier un cadre ou négocier un contrat à plusieurs millions d'euros. Il n'allait pas seulement réclamer un loyer en retard, il allait rappeler que, dans son empire, l'autorité ne s'oubliait pas. L'adresse était modeste, un petit immeuble gris, lézardé par le temps, perdu entre un kebab et une laverie automatique. La façade décrépie contrastait avec les immeubles cossus dont il avait l'habitude. Le nom Laurent était inscrit en lettres effacées sur la boîte aux lettres du 2e étage. Camille Laurent. Employée depuis 6 ans comme agent de propreté dans une de ses filiales, elle n'avait jamais attiré son attention, jusqu'à ce que le gestionnaire immobilier lui signale 3 mois de retard de paiement et un silence radio inquiétant. Il monta les marches usées avec une prudence inaccoutumée, comme si chaque craquement sous ses chaussures en cuir lui rappelait qu'il entrait dans un monde qui n'était pas le sien. Arrivé devant la porte numéro 204, il leva la main pour frapper, mais s'arrêta net. La porte était entr'ouverte. Un frisson le parcourut. Il n'y avait aucun bruit à l'intérieur, juste cette ouverture silencieuse, étrange, presque invitante. Il hésita une seconde, scruta le couloir désert, puis poussa doucement la porte. Elle s'ouvrit sans résistance. L'odeur qui l'accueillit était un mélange d'humidité, de poussière et de soupe froide. L'appartement semblait vide, mais une lumière faible filtrait à travers les volets fermés. Il fit un pas, puis un autre. Le parquet craqua sous son poids. C'est alors qu'il la vit. Assise au milieu du petit salon, sur un tapis élimé, une fillette d'environ 5 ans pleurait en silence. Elle portait une robe rose passée, trop courte pour sa taille, et ses bras maigres étaient serrés contre son ventre comme pour calmer une douleur intérieure. Elle ne le regarda pas immédiatement. Elle était perdue dans son chagrin, les larmes glissant lentement sur ses joues creuses. Mais lorsqu'elle leva enfin les yeux vers lui, Théo se figea. Il ne comprit pas tout de suite ce qu'il ressentait. Ce n'était pas de la pitié, pas seulement. C'était plus viscéral, un choc, comme un miroir tendu entre 2 époques. Ce petit visage, il le connaissait, pas parce qu'il l'avait déjà vu, mais parce qu'il l'avait porté. Ses yeux en amande d'un vert pâle, ce nez fin légèrement retroussé, cette fossette au menton, c'était lui, en miniature. Lui, à 5 ans, figé dans une douleur muette qu'il croyait oublier. Son cœur se serra si fort qu'il dut poser une main contre le mur pour ne pas vaciller. Il n'avait pas d'enfant, du moins, il le croyait. Et pourtant, cette gamine semblait hurler un lien qu'aucun mot n'aurait pu nommer. La fillette le fixait, intriguée mais sans peur. Peut-être l'avait-elle entendu entrer, ou peut-être était-elle simplement trop fatiguée pour réagir. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Le silence devint insupportable. Il voulut s'avancer, poser une question, n'importe laquelle. Mais au même moment, un bruit de clé résonna dans le couloir. La porte d'entrée, toujours entr'ouverte, s'ouvrit brusquement. Camille Laurent entra, les bras chargés de 2 sacs en plastique remplis de produits bon marché. Dès qu'elle aperçut Théo dans son salon, elle s'arrêta net. Son visage se figea, les sacs tombèrent au sol, renversant des pommes de terre, des boîtes de conserve, un paquet de pâtes. Le silence explosa entre eux. Elle regarda Théo, puis la fillette, puis à nouveau Théo. Elle ne dit rien. Sa respiration s'accéléra, et ses yeux se remplirent d'une panique sourde. Enfin, d'une voix tendue, elle murmura « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Théo ne répondit pas. Il n'en avait pas encore les mots. Il leva simplement le doigt et pointa la petite fille qui, à présent, s'était rapprochée de Camille, tenant le bas de sa robe. Camille baissa les yeux vers elle, puis ferma les paupières, comme si elle espérait que tout cela disparaisse à son réveil.
Mais Théo, lui, savait déjà que rien ne serait plus jamais comme avant. Il resta là, figé, incapable de partir, incapable de parler. Un vertige étrange s'installait en lui, mélange de souvenirs, d'hypothèses folles, de doutes criants. Et au milieu de tout cela, une certitude glaçante. Cette petite fille pleurait de faim. Et elle avait son visage. Le souffle court, Théo n'osait pas détourner les yeux de la scène qui se déroulait sous ses yeux, comme si toute sa perception du monde venait de basculer en quelques secondes. La petite fille s'accrochait maintenant à la jambe de Camille, cherchant dans le tissu froissé de sa robe un refuge contre l'étrangeté de la situation. Mais elle ne pleurait plus. Elle observait Théo avec la même intensité que lui, une curiosité silencieuse, presque douloureuse. Il y avait dans ce regard une intelligence calme, une lucidité qui n'aurait pas dû exister dans des yeux aussi jeunes. Camille s'accroupit lentement pour poser une main protectrice sur l'épaule frêle de la fillette, ses gestes soudains remplis d'une tendresse fébrile. Elle gardait pourtant les yeux rivés sur Théo, comme si elle s'attendait à ce qu'il explose, exige des explications, menace ou hurle. Mais il ne faisait rien de tout cela. Il restait planté là, muet, frappé d'un vertige intérieur qu'il ne savait nommer. « Elle s'appelle Élise », dit Camille finalement, d'une voix éraillée. « C'est ma fille. » Le prénom résonna étrangement dans l'air. Élise. Une sonorité douce, presque musicale, qui contrastait violemment avec l'âpreté de la pièce et la tension qui pesait sur eux. Théo cligna des yeux, comme s'il avait besoin de se réveiller d'un rêve mal ficelé. Il fit un pas en avant, hésitant, puis un autre. Camille se redressa aussitôt, le regard dur. « Qu'est-ce que vous faites ici, Théo ? C'est mon appartement. » Il aurait pu lui répondre que c'était son immeuble, qu'elle lui devait 3 mois de loyer, qu'il était dans son droit. Mais aucune de ces phrases ne franchit ses lèvres. Il la regardait, elle, Camille Laurent. Il ne l'avait jamais vraiment remarquée auparavant. Une employée discrète, silencieuse, toujours ponctuelle, invisible dans les couloirs brillants de ses bureaux. Et pourtant, en cet instant précis, elle était tout sauf invisible. Elle irradiait une énergie farouche, une tension qui parlait de lutte silencieuse, de sacrifice, d'une vie vécue dans les marges. Elle me ressemble, murmura-t-il, presque pour lui-même. Camille baissa les yeux. Elle ne nia pas immédiatement. Elle ne confirma rien non plus. Le silence s'étira, épais, glaçant. « Elle ressemble à son père », répondit-elle finalement, sans relever la tête. La réponse, vague, sonna comme une gifle. Elle avait évité de mentir frontalement, mais avait choisi ses mots avec soin. Théo sentit une colère sourde monter en lui, mais ce n'était pas contre elle. C'était contre lui-même, contre son aveuglement, contre le passé qui revenait le hanter sans prévenir. Il fit un tour sur lui-même, les mains dans les cheveux, cherchant à reprendre le fil logique de ce qu'il croyait être sa réalité. « C'est qui son père ?» demanda-t-il alors plus durement qu'il ne l'aurait voulu. Camille leva lentement les yeux vers lui. Il y avait dans son regard une lueur étrange. Ni défi, ni soumission. Juste une fatigue immense. « Un homme qui est parti, » répondit-elle, « comme tous les autres. » Elle mentait. Théo le sentait dans ses tripes. Ce n'était pas un simple mensonge pour détourner la vérité. C'était un barrage désespéré, un dernier rempart pour protéger un secret trop lourd, trop douloureux, pour être confié à quelqu'un comme lui. Il se tourna de nouveau vers Élise, qui s'était glissée derrière la jambe de sa mère, les yeux toujours fixés sur lui. C'était insoutenable, cette ressemblance, ses traits copiés sur son propre visage d'enfant. Les souvenirs l'assaillirent sans prévenir, les photos de lui à l'âge de 5 ans, les albums jaunis par le temps, le regard triste qu'il portait déjà à cet âge, identique à celui de la petite fille devant lui. Ce n'était pas possible. Et pourtant, c'était là. Camille s'approcha lentement de lui, et pour la première fois, son ton changea. Il n'y avait plus de défi, plus de tension, juste une lassitude poignante. « Théo, tu n'as pas le droit de débarquer comme ça. Ce n'est pas un bureau ici. C'est chez moi. » Il aurait voulu s'excuser, dire qu'il ne cherchait pas à violer son intimité. Mais rien ne sortit. Il resta là, muet, dépossédé de ses repères. L'homme sûr de lui, implacable, rationnel, n'était plus qu'une silhouette perdue dans un appartement trop petit, face à une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. « Tu devrais partir », ajouta-t-elle. Mais il ne bougea pas. Au lieu de cela, il posa doucement sa main sur le montant de la porte, comme pour s'ancrer à quelque chose de tangible. «
Tu l'élèves seul ?» demanda-t-il dans un souffle. Camille haussa les épaules. « J'ai pas vraiment eu le choix. Il y avait tant de choses dans cette phrase. Une vie d'ombre, de travail de nuit, de fins de mois impossibles. Il la voyait maintenant, sans les filtres de son bureau ou les bilans de performance. Il voyait une femme qui se battait et une enfant qui en portait les traces silencieuses. Il fit un pas en arrière, comme s'il avait besoin d'oxygène. Le couloir lui sembla soudain trop étroit, les murs trop proches. Il jeta un dernier regard à Élise, qui n'avait pas bougé, puis à Camille, qui le regardait sans ciller. « Je reviendrai, dit-il simplement, la voix brisée. Camille ne répondit pas. Elle ramassa les sacs tombés au sol sans le regarder. Théo quitta l'appartement à reculons, comme s'il craignait de tourner le dos à quelque chose de vital. Lorsqu'il referma la porte derrière lui, un bruit sourd résonna dans la cage d'escalier, comme un point final mal placé. Dehors, le soleil n'avait pas changé. Mais Théo, lui, n'était plus le même. Le vent d'automne soulevait les feuilles mortes sur le trottoir, tandis que Théo restait immobile au pied de l'immeuble, le regard perdu dans le vide. Son cœur battait encore trop vite. Il avait l'impression d'avoir traversé un tunnel sans fin, seulement pour déboucher sur une vérité qu'il ne savait pas affronter. Élise. Ce prénom résonnait en boucle dans son esprit, entrecoupé par l'image de son visage. Ce n'était pas une simple impression. Ce n'était pas un hasard. Cet enfant lui ressemblait trop pour qu'il puisse écarter l'hypothèse de manière rationnelle. Il n'y croyait pas encore, mais il ne pouvait plus ne pas y penser. Il resta là pendant plusieurs minutes, sans bouger, tandis que les passants pressaient le pas autour de lui. Le monde continuait, insensible à son bouleversement intérieur. Finalement, il reprit la direction du métro, les mains tremblantes. Sur le trajet du retour, il revoyait chaque détail de la scène, les yeux de Camille pleins d'un mélange de fatigue, de défi et de peur, le silence lourd entre eux, la voix douce d'Élise, même si elle n'avait rien dit, juste sa présence, sa manière de le regarder, comme si elle savait déjà quelque chose que lui ignorait encore. Chez lui, dans son appartement luxueux du 16e arrondissement, tout lui parut soudainement vide. Le cuir des fauteuils n'avait plus de chaleur, les murs blancs semblaient le repousser. Il ouvrit une bouteille de vin, en but une gorgée, puis la reposa. Il n'avait pas faim, il n'avait pas soif. Il était ailleurs. Plusieurs jours passèrent sans qu'il parvienne à se concentrer sur quoi que ce soit. Lors des réunions, ses collaborateurs notèrent son absence d'esprit, ses silences inhabituels. Il ne s'en cachait pas. Il ne cherchait pas à faire semblant. Il avait autre chose en tête, quelque chose de bien plus important que les tableaux Excel et les contrats. Camille, Élise. Ce lien improbable qui, s'il était réel, bouleversait tout. Le 5e jour, il prit une décision. Il devait la revoir. Non pas Élise, pas encore, mais Camille. Il devait lui parler, comprendre, obtenir une réponse claire, qu'elle soit douloureuse ou non. Il appela son assistante pour qu'elle trouve l'horaire de travail exact de Camille Laurent. Elle hésita, surprise par cette demande si précise, mais obéit. 1 heure plus tard, Théo se tenait devant l'entrée d'un petit bâtiment administratif du 9e arrondissement où les équipes de nettoyage faisaient leur pointage. Il attendit à l'extérieur, les mains dans les poches, dissimulées derrière un réverbère. Quand Camille sortit, son sac en bandoulière glissé sur l'épaule, il s'avança vers elle sans hésiter. Elle le vit tout de suite et son corps se tendit immédiatement, comme un réflexe de défense. « Tu me suis maintenant ?» lança-t-elle irritée. « On doit parler », répondit-il calmement. Elle ne dit rien. Elle le regarda quelques secondes, puis tourna les talons. « Camille, s'il te plaît. » Le ton n'était ni autoritaire ni suppliant, juste sincère. Elle s'arrêta. Il y avait trop de gens autour d'eux, et elle n'aimait pas attirer les regards. Elle lui fit signe de la suivre, sans un mot. Ils marchèrent quelques minutes jusqu'à un petit parc désert, où elle s'assit sur un banc en bois, les bras croisés. « Tu as 2 minutes, dit-elle. Pas une de plus. » Théo s'assit à côté, à bonne distance. « Elle est à moi, n'est-ce pas ?» Elle tourna la tête vers lui, lentement. Elle ne souriait pas. Elle ne pleurait pas non plus. Ses traits étaient figés. Qu'est-ce que ça changerait, Théo? La question le prit de court. Tout. Non. Rien. Parce que tu ne veux pas d'enfant. Tu veux juste une réponse. Un fait. Un chiffre sur un papier. Tu mens. Elle soupira, fatiguée. Je suis fatiguée de mentir, Théo. Fatiguée de tout. Je n'ai pas choisi cette vie. Tu crois que j'ai planifié ça? Avoir une fille seule,
Vivre dans un 2 pièces où le chauffage fonctionne une fois sur 2? Supplier une nourrice de me la garder pendant mes nuits de travail? Tu crois que j'ai envie d'avoir cette conversation? Il baissa la tête. Il sentait sa colère, mais aussi sa douleur, et il n'avait rien à répondre. « Je t'ai écrit une fois, » dit-elle soudain, « peut-être 2, mais ton entreprise avait changé d'adresse. Ton numéro ne marchait plus. Et moi, je n'allais pas débarquer chez toi comme une folle avec un enfant dans les bras. » Il releva la tête, surpris. « Tu m'as écrit ?» Elle hocha la tête. « Tu ne les as jamais reçues, ces lettres. Mais je te jure que je les ai envoyées. » Un silence s'installa entre eux, plus long, plus profond. Théo inspira lentement. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ça tout de suite? » « Parce que j'ai honte, et parce que j'ai peur. Tu es riche, puissant. Moi, je suis une ombre. Une femme de ménage avec un enfant à charge. Qui allait croire que la fille de Théo Morel, c'était Élise? » Il la regarda longtemps. Ce qu'elle disait, il le comprenait. Peut-être qu'à sa place, il aurait réagi pareil. Il n'aurait pas su comment affronter un tel déséquilibre entre deux mondes. Mais il ne pouvait plus faire semblant. Il avait vu Élise. Il ne l'oubliait pas. « Je veux savoir, vraiment, et si elle est ma fille, je veux être là. » Camille éclata d'un rire sec. « Être là? Et ça veut dire quoi pour toi? Envoyer un chèque chaque mois? Lui acheter une poupée à Noël? Ou bien l'emmener faire du shopping dans le Marais le dimanche? Non, je ne sais pas encore, mais je veux essayer. » Elle le fixa. Ce n'était pas du mépris dans ses yeux, c'était de la peur. Une peur viscérale qu'il entre dans la vie d'Élise, puis en ressorte. Comme d'autres avant lui, comme tant d'autres. « Si tu veux vraiment savoir, dit-elle, alors fais-le proprement. Un test, officiel, et on verra. » Il acquiesça sans discuter. C'était un début. « Mais tu ne l'approches pas, pas sans mon accord. Tu la laisses tranquille. Elle ne sait pas qui tu es. Pour elle, tu es juste un monsieur bizarre qui est venu à la maison et qui l'a regardé comme une bête de cirque. » Cette phrase lui fit mal. Il encaissa. Il comprenait. D'accord. Camille se leva sans attendre. Elle ne voulait pas de promesses, juste du silence et du respect. Elle partit sans se retourner. Théo resta seul sur le banc, les mains jointes, le regard dans le vide. Il savait que rien ne serait simple. Mais il savait aussi qu'il ne reculerait plus. Théo ne dormait plus. Les nuits s'étiraient dans un silence pesant, brisé seulement par les cliquetis du chauffage central et les battements irréguliers de son cœur. Il avait accepté la proposition de Camille, ou plutôt son ultimatum. Faire le test de paternité, attendre les résultats, et surtout, ne pas approcher Élise avant que la vérité ne soit formellement confirmée. Mais chaque heure passée sans voir cet enfant lui pesait, comme une question laissée sans réponse dans l'obscurité. Depuis leur rencontre dans le parc, Camille n'avait plus donné signe de vie. Elle ne répondait ni aux messages, ni aux appels. Elle avait fixé un rendez-vous dans une clinique médicale du 19e arrondissement pour la semaine suivante. Et jusqu'à cette date, Théo devait patienter, garder ses distances, ne pas déranger. C'était la condition. Et il la respectait. Mais cela ne l'empêchait pas de repenser à chaque détail, de revivre les secondes dans cet appartement modeste où le monde s'était arrêté. Il passait désormais ses soirées à chercher des photos de lui enfant, à comparer, à douter, à chercher des traces, des indices, quelque chose qui confirmerait ce que son instinct criait déjà. Il retrouva une boîte en fer, cachée dans le fond d'un placard, contenant de vieux souvenirs. Une photo de lui à l'âge de 6 ans prise dans le jardin de son oncle, le visage sérieux, les bras croisés sur une salopette rayée. Les traits étaient identiques à ceux d'Élise. Ce même regard à la fois lointain et lucide, cette fossette sur le menton, ce nez fin légèrement retroussé. C'en était presque troublant. Pourtant, une partie de lui résistait, peut-être par peur, peut-être par orgueil. Il se souvenait à peine de Camille. Pour lui, à l'époque, elle n'était qu'un visage parmi tant d'autres lors de la fête annuelle de l'entreprise. Une réception de fin d'année, avec de la musique, du champagne à volonté, et cette impression d'impunité qu'ont ceux qui réussissent. Il se souvenait avoir dansé, ri, bu trop de verre, mais rien de plus, aucun souvenir précis, juste des bribes floues, des images sans suite logique. Elle disait qu'ils s'étaient revus après cette soirée, qu'ils avaient partagé un moment. Mais lui, il n'en gardait rien. Cette incertitude le rongeait. Il décida de fouiller plus loin. Il retrouva son ancienne boîte mail professionnelle, celle qu'il utilisait encore en 2018, avant de changer de serveur.
Il passa des heures à récupérer les identifiants, à contourner les protocoles de sécurité. Finalement, il y parvint. Et là, dans la section des messages archivés, il la trouva. Une lettre envoyée en mars 2019. L'objet était simple. Élise. Le cœur de Théo se serra. Il l'ouvrit. Le message était court, écrit avec retenue, presque froid. « Bonjour Théo, je ne sais pas si tu te souviens de moi. Nous avons passé une soirée ensemble après la fête de l'entreprise. Je ne cherche rien de ta part, ni argent, ni présence. Mais il faut que tu saches que j'ai eu une fille. Elle s'appelle Élise. Je ne suis pas certaine, mais elle te ressemble. Je me devais de te le dire. Si tu veux des réponses, je suis là. Sinon, je continuerai seul. Camille Laurent. » Il resta figé devant l'écran pendant de longues minutes. Il n'avait jamais vu ce message. Il était classé dans les archives, marqué comme « lu », mais il n'avait aucun souvenir de l'avoir ouvert. Il se sentit coupable, de ne pas avoir été attentif, de ne pas avoir pris le temps de regarder ce qui se passait au-delà de ses bureaux, de ses profits, de ses rendez-vous. Camille avait essayé. Elle avait tendu la main, et il ne l'avait pas vue. Cette découverte bouleversa tout. Ce n'était plus seulement une supposition ou une intuition, c'était une responsabilité qu'il avait ignorée sans même s'en rendre compte. Il avait laissé une femme affronter seule la maternité, la précarité, les doutes, simplement parce qu'il n'avait pas lu un message. Le lendemain, il se leva tôt et retourna devant l'immeuble de Camille, sans prévenir. Il n'avait pas l'intention de briser l'accord, ni de voir Élise. Il voulait seulement la croiser, lui parler, lui dire qu'il avait retrouvé sa lettre, qu'il comprenait maintenant. Elle sortit peu après 8 heures, tirant Élise par la main en route vers l'école. Elle s'arrêta net en le voyant, ses traits se durcirent. « Je t'ai dit d'attendre, murmura-t-elle, le ton sec. Je ne suis pas venu pour elle. Je voulais juste te dire que j'ai lu ton mail, celui de 2019. » Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard s'adoucit un peu, puis elle détourna les yeux vers sa fille, qui observait Théo en silence, intriguée, mais calme. « Je t'avais prévenu, » souffla-t-elle. « Je t'avais écrit. J'ai essayé. » Il hocha lentement la tête. « Je sais. Et je suis désolé. » Élise tira doucement la main de sa mère. « Maman, c'est le monsieur gentil ?» Camille blêmit. Elle se pencha vers elle et murmura quelque chose que Théo ne put entendre. Puis elle se redressa. « Elle ne sait pas, » répéta-t-elle, « et je veux qu'elle continue comme ça, jusqu'à ce qu'on sache, jusqu'à ce que toi, tu saches ce que tu veux faire. » Théo comprit. Ce n'était pas une menace. C'était une protection. Pour l'enfant. Pour elle deux. Il acquiesça. « Je respecte ça. » Camille le fixa une dernière fois, puis tourna les talons. Théo resta là, seul sur le trottoir, regardant les deux silhouettes s'éloigner, main dans la main. Chaque pas qu'elle faisait renforçait en lui une certitude douloureuse. Il ne pourrait plus jamais se contenter d'ignorer ce lien, et pourtant, malgré tout ce qu'il avait découvert, malgré la lettre, malgré la ressemblance, Camille n'avait pas dit explicitement que l'enfant était la sienne. Elle avait évité les mots, fui la confirmation, maintenu le flou. Et ce silence, ce refus de dire toute la vérité, devenait maintenant plus cruel que n'importe quel mensonge. Les nuits parisiennes ont ce pouvoir étrange de transformer les souvenirs en illusions, comme si les lampadaires, les pavés humides et les ombres étirées offraient un terrain propice aux vérités oubliées. Théo errait dans son salon, pieds nus sur le parquet verni, une vieille agenda en cuir à la main. Il avait passé la soirée à fouiller ses archives personnelles, à plonger dans les années révolues, cherchant désespérément un point d'ancrage, une date, un événement qui expliquerait ce qu'il refusait encore d'admettre à haute voix. C'est dans un tiroir du bureau, au fond d'une étagère rarement ouverte, qu'il avait retrouvé ce carnet. Il n'y écrivait plus depuis longtemps, préférant les applications et les rappels numériques, mais en 2018, il l'utilisait encore. Les pages jaunies craquaient sous ses doigts. Il parcourait les jours, les semaines, relisant avec attention les annotations de l'époque, réunions, dîners d'affaires, rendez-vous médicaux. Puis, à la date du 15 décembre 2018, son regard se figea. Une ligne écrite à la hâte, presque illisible. Soirée entreprise. Hôtel Marceau, Camille? Ce point d'interrogation griffonné en bord de page l'électrisa. Pourquoi ce nom? Pourquoi ce doute? Il ne se rappelait pas avoir écrit cela, et encore moins dans ce contexte. Mais à mesure que les minutes passaient, des bribes émergeaient, confuses mais insistantes. La fête de fin d'année, le hall de l'hôtel, décoré de guirlandes dorées, la musique trop forte,
les verres qui s'enchaînaient. Il se revit rire, danser, emporter une bouteille de champagne vers un coin plus calme. Et puis, une silhouette, une robe noire, des cheveux châtains attachés à la va-vite. Un rire discret. Camille. Il ne se souvenait pas de tout, mais suffisamment pour que l'image devienne crédible. Ils avaient parlé. Longtemps. Il se rappelait vaguement de cette sensation étrange de légèreté, cette chaleur inhabituelle, cette impression de pouvoir enfin souffler. Camille n'était pas comme les autres invités, pas comme ses associés ou ses directeurs. Elle n'attendait rien de lui. Elle l'écoutait. Il se sentait vu, pour une fois. Et lui, pris dans cette euphorie de fin d'année, lui avait proposé de rester un peu plus tard. Elle avait accepté. Il ne se souvenait pas des détails, ni de la chambre, ni des mots échangés. Mais il se rappelait du réveil brutal le lendemain matin, d'un appel matinal important, d'un départ précipité, et puis plus rien. Le silence, l'oubli, la fuite. Il ferma le carnet d'un geste sec, envahi par une gêne qu'il n'arrivait pas à nommer. Ce n'était pas seulement l'oubli de cette nuit. C'était la prise de conscience que dans son monde, il avait appris à laisser certaines choses derrière lui, comme si elles n'avaient jamais existé. Une soirée, une femme, une conversation sincère. Pour lui, cela n'avait été qu'un interlude. Pour Camille, cela avait peut-être tout changé. Il s'installa devant son ordinateur et chercha dans ses archives numériques des photos de cette soirée. L'entreprise avait engagé un photographe pour l'événement. Il finit par retrouver un dossier intitulé « Fin d'année 2018 ». Une centaine de clichés, des sourires forcés, des danses maladroites, des verres levés. Il fit défiler les images jusqu'à ce qu'il tombe sur une photo où il apparaissait, riant, le bras autour des épaules d'une jeune femme. Camille. Elle portait bien cette robe noire. Elle souriait, les joues rosies, les yeux pétillants. Pas de malaise, pas de distance. Ils avaient l'air complices, intimes même. Théo resta figé devant cette image. Elle ne mentait pas. Ce soir-là, quelque chose s'était passé, et il avait choisi de l'oublier. Pas par cruauté, mais par habitude. Parce qu'il vivait dans un monde où les gens se croisaient, se consumaient et disparaissaient. Mais elle avait porté le poids de cette nuit. Pendant 7 ans, il ne savait plus quoi penser. La culpabilité l'envahissait. Il avait laissé une femme seule, avec un enfant peut-être de lui, simplement parce qu'il n'avait pas pris le temps de regarder en arrière. Et maintenant, il voulait rattraper le temps. Mais il se rendait compte que le temps n'attendait personne. Il passa le reste de la nuit à marcher, à revoir les photos, à lire et relire le message qu'elle lui avait envoyé des années auparavant. Chaque mot prenait un sens nouveau. Ce n'était plus une supplication, mais un appel au respect. Un besoin de reconnaissance. Elle ne lui avait jamais demandé de l'aimer, elle ne lui avait pas demandé de revenir. Elle lui avait seulement dit la vérité à sa manière. Le matin venu, il prit une décision. Il irait au bout. Il ferait le test. Mais au-delà des résultats, il irait chercher cette vérité qu'il avait fuie pendant des années. Pas pour corriger une erreur, mais parce qu'il en avait assez de vivre dans l'ignorance. Il ne savait pas ce qu'il ressentait pour Camille, ni ce qu'il pourrait offrir à Élise. Mais il savait qu'il ne pouvait plus continuer comme avant, comme si rien de tout cela ne l'affectait. Il regarda une dernière fois la photo sur son écran. Camille, souriante, dans cette robe noire. Et lui, à ses côtés, insouciant. Il n'était plus cet homme-là. Il ne le serait plus jamais. Le jour du test arriva sous une pluie fine, presque imperceptible, qui semblait laver Paris de ses illusions. Théo descendit du taxi en silence, le col de son manteau relevé, son regard fixé sur la façade sobre de la clinique de quartier. Il n'avait pas dormi. À vrai dire, il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait eu une nuit complète depuis sa rencontre avec Élise. L'attente, le doute, les souvenirs revenus en cascade l'avaient laissé à vif, dans un état d'alerte permanent. Il était là, à quelques minutes d'une réponse qu'il redoutait presque autant qu'il l'espérait. Camille était déjà là, assise dans la salle d'attente. Élise endormie contre elle. L'enfant avait la joue collée à l'épaule de sa mère, un bonnet de laine trop grand sur la tête, et respirait calmement, inconsciente de ce qui se jouait autour d'elle. Théo s'arrêta quelques instants pour les observer. Ce simple tableau, une mère et sa fille, dans un coin de silence, le bouleversa plus qu'il ne l'aurait cru possible. Il s'approcha à pas lents. Camille leva les yeux vers lui. Pas un mot. Pas un sourire. Elle tapota doucement le dos de sa fille pour la réveiller. « Élise, chuchota-t-elle, on doit aller voir le docteur. »
La petite ouvrit les yeux, cligna doucement, puis regarda Théo. Il sentit son cœur rater un battement. Elle ne dit rien, se contentant de l'observer avec une curiosité calme. Il s'agenouilla doucement devant elle, pour se mettre à sa hauteur. « Bonjour, Élise. » Elle inclina légèrement la tête. « Tu es encore là ?» Il sourit malgré lui. « Oui, je voulais te revoir. » Camille posa une main sur l'épaule de l'enfant. « Allez, viens, c'est juste un petit test. » Théo se releva. Ils passèrent ensemble dans un petit cabinet où une infirmière les attendait. Le prélèvement fut rapide, un frottis buccal sur la joue d'Élise, puis un second sur Théo. Camille resta silencieuse, les bras croisés, le regard fixé sur le sol. L'infirmière les remercia, leur annonça un délai d'1 semaine pour les résultats, puis les raccompagna vers la sortie. Dans la rue, Théo hésita à parler. Camille installait Élise dans la poussette d'un geste automatique. « Tu veux prendre un café ?» proposa-t-il finalement. Elle le regarda, d'abord surprise, puis hocha lentement la tête. Un rapide, pas trop loin. Ils s'installèrent dans un petit café de quartier à 2 rues de là. Élise s'endormit presque aussitôt dans la poussette, bercée par le brouhaha ambiant et la chaleur du lieu. Camille commanda un thé. Théo prit un espresso. « Je ne pensais pas te revoir ici, » dit-elle après quelques instants. « Je ne pouvais pas fuir. » Elle hocha la tête. « C'est étrange, tu sais. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis demandé si je devais te le dire. Et puis j'ai hésité. J'avais peur que tu ne me crois pas, peur que tu me tournes le dos. Alors j'ai attendu. Trop longtemps, sûrement. » Il fixait sa tasse, ses doigts jouant nerveusement avec la anse. « Et quand tu m'as écrit, j'ai changé de boîte mail, de numéro, de vie presque. Ce n'est pas une excuse, c'est juste la vérité. Je t'en veux, Théo, mais pas pour ce que tu penses, pas parce que tu n'étais pas là, pas parce que tu as oublié cette nuit. Je t'en veux parce que, pendant des années, j'ai vécu avec ce doute, celui de savoir si tu aurais voulu être là, si tu m'aurais tendu la main. Et ce doute-là, il ronge plus que l'abandon. » Théo releva lentement les yeux. Elle ne pleurait pas. Elle disait les choses avec calme, avec une lucidité désarmante. « Tu crois que j'aurais fui ? Je crois que tu n'aurais pas su quoi faire. Tu aurais paniqué. Tu aurais appelé ton avocat. Tu aurais essayé de tout régler avec un virement bancaire. » Il hocha la tête. Elle n'avait pas tort. Il l'aurait probablement fait. « Mais aujourd'hui, je suis là. Pas pour l'argent, pas pour l'image. Je suis là parce que je l'ai vu et que je ne peux pas l'oublier. » Elle ne sait rien, Théo. Pour elle, tu es tonton Théo. C'est ce qu'elle a décidé de t'appeler après t'avoir vu 2 fois. Elle t'a adopté comme une pièce de puzzle qu'elle ne savait pas qu'il lui manquait. Tu comprends ça ? Il avala difficilement sa salive. Oui, je le comprends. Alors si tu veux rester, tu restes. Mais tu restes vraiment. Tu ne peux pas être là un jour et disparaître le suivant. Tu ne peux pas jouer à être père quand ça t'arrange. Je ne veux pas jouer. Elle se pencha légèrement vers lui. Alors attends les résultats. Et si c'est positif, on en reparle. Si c'est négatif, tu disparais. Il acquiesça. Il savait qu'il n'avait pas le choix. Elle mettait des limites claires, nettes, et c'était peut-être la seule façon de protéger leur fille. Et si c'est positif, tu me laisseras faire partie de sa vie. Camille le regarda longuement. Je ne te promets rien, mais je te laisserai essayer. Pas en tant que père, pas encore, mais comme quelqu'un qui veut être là. Ils restèrent en silence un long moment. Élise dormait toujours. Le thé refroidissait dans sa tasse. Le monde, dehors, continuait de tourner, indifférente à cette conversation suspendue. Et pourtant, Théo sentait que quelque chose venait de changer. Une porte entr'ouverte. Une chance fragile, mais réelle. Il n'était plus spectateur. Il entrait dans l'histoire. Leur histoire. Et il savait qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Les jours suivants furent une longue traversée du vide. Théo respectait à la lettre le pacte silencieux qu'il avait établi avec Camille. Ne pas revenir trop tôt, ne pas brusquer Élise, attendre les résultats. Mais cette attente, cette immobilité forcée, le rongeait de l'intérieur. Il avait toujours été un homme d'action, habitué à résoudre, à décider, à contrôler. Or cette situation lui échappait totalement. Il n'était plus aux commandes. Il était suspendu entre un passé qu'il découvrait trop tard et un avenir qu'il ne maîtrisait pas. Il passait ses soirées à observer des photos, des documents, des vidéos d'entreprise datant de l'année où tout avait commencé.
Il analysait les moindres détails, cherchant à comprendre comment il avait pu ne rien voir, ne rien ressentir. L'image de Camille revenait sans cesse, non plus celle de la femme de ménage effacée et discrète, mais celle de cette nuit, dans l'hôtel Marceau, et de ces jours silencieux qui avaient suivi. Elle n'était pas une erreur, elle était un tournant. Un de ces moments que l'on pense insignifiants et qui, des années plus tard, réapparaissent avec une force implacable. Lorsqu'il recevait des appels professionnels, il répondait machinalement. Il avait confié la gestion temporaire de plusieurs dossiers à ses adjoints. Il ne disait pas pourquoi. Juste qu'il avait besoin de quelques jours. Dans le milieu où il évoluait, personne ne posait trop de questions. Les grands patrons avaient droit à leur silence. Ce qu'ils cachèrent derrière ne regardait qu'eux. Une semaine exactement après le test, il reçut un message laconique de la clinique. Les résultats étaient prêts. Il s'habilla sans réfléchir, prit un taxi et traversa la ville sans parler. L'enveloppe lui fut remise dans une petite salle impersonnelle, par un médecin neutre qui ne posa aucune question. Théo attendit d'être dehors pour l'ouvrir. Il ne lut que la première ligne. Le reste s'effaça aussitôt dans son esprit. Compatibilité génétique. Présence confirmée de liens biologiques paternels avec Élise Laurent. Il s'assit sur un banc en pierre, en face de la clinique. Il ne pleura pas. Il ne sourit pas non plus. Il resta simplement là, immobile, avec cette feuille entre les mains. Comme si elle contenait à la fois un fardeau et une promesse. Il avait une fille, une vraie, vivante, qui marchait, parlait, dormait, riait. Une enfant qu'il ne connaissait pas, mais qui portait ses traits, son sang et désormais son avenir. Il composa le numéro de Camille. Elle répondit au deuxième appel. Il n'eut pas besoin de parler. « C'est confirmé », dit-elle simplement après un silence. « Je le savais. Je veux la voir. Pas aujourd'hui. Camille, pas comme ça. Elle est à l'école. Et toi, tu dois comprendre que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu n'étais pas là hier. Tu ne peux pas arriver aujourd'hui en disant « Je suis ton père ». Il baissa la tête, murmurant « Je ne veux pas l'arracher à toi. Je sais, mais elle a besoin de stabilité. Et moi, j'ai besoin de temps. Tu veux entrer dans sa vie? Alors entre doucement. » Le ton de Camille était ferme, mais pas cruel. Elle posait des limites, non pas par vengeance, mais par amour pour leur fille. « Je peux venir demain ?» Elle hésita. « Demain soir, après l'école. Tu viens, tu restes un peu. Rien de plus. » Elle croit encore que tu es un ami, un tonton. Je ne veux pas qu'on la bouscule. D'accord. Le lendemain, à 17h, Théo se retrouva de nouveau devant la porte de l'appartement. Il avait les mains pleines, un sac de provisions, quelques jouets, des livres pour enfants. Il frappa doucement. La porte s'ouvrit sur Camille, visiblement fatiguée, mais calme. Élise apparut dans le couloir, courant jusqu'à lui. « Tonton Théo !» Elle se jeta contre lui, spontanément. Il la souleva dans ses bras avec une délicatesse maladroite, comme s'il craignait de la briser. Elle sentait le savon et les crayons de couleur. Ils passèrent la soirée à jouer sur le tapis du salon, à feuilleter les livres, à dessiner. Camille les observait en silence depuis la cuisine où elle préparait une soupe. À plusieurs reprises, ses yeux s'embuaient, mais elle ne disait rien. Juste des regards, des silences chargés. Au moment de partir, Élise s'accrocha à la jambe de Théo. « Tu reviens demain ?» Il hésita, regarda Camille. « Peut-être pas demain, mais très bientôt, promis. » Elle hocha la tête, visiblement déçue. Il se pencha, lui caressa les cheveux. « Tu sais, moi, j'aimerais bien faire plein de choses avec toi, si ta maman est d'accord. » Elle sourit. « On pourrait aller au parc ou manger une glace ?» Il rit doucement. « Oui, un jour, quand ce sera le bon moment. » Il quitta l'appartement le cœur lourd, mais éclairé. Ce soir-là, il comprit que ce lien qu'il cherchait tant à établir ne passerait pas par une révélation soudaine ou une autorité retrouvée. Il passerait par les petits gestes, les retours, les silences partagés, et surtout par la patience. Camille, en le raccompagnant à la porte, lui dit doucement « Elle t'aime déjà, et elle ne sait même pas pourquoi. Tu vois ce que ça fait d'avoir été absent ?» Il ne répondit pas, mais il le savait. Il venait de mesurer en une soirée toute l'étendue de ce qu'il avait manqué. Et il était prêt à rattraper chaque instant, même s'il devait le faire 100 fois plus lentement que tous les autres. Le matin se levait lentement sur Paris, dans une lumière douce et brumeuse. Mais Théo était déjà debout depuis longtemps. Il avait passé la nuit à tourner dans son lit, à réfléchir à tout ce qu'il ressentait désormais,
à tout ce qu'il n'avait jamais anticipé. Ce test de paternité, qu'il croyait être une formalité, un acte purement administratif, s'était transformé en une déflagration intérieure. Il était père. Ce mot résonnait en lui avec une intensité inconnue, douloureuse, puissante. Il pensait naïvement que la vérité suffirait à tout résoudre, que la biologie ouvrirait des portes, réparerait les silences, guérirait les absences. Il s'était trompé. Ce fut avec cette certitude qu'il retourna chez Camille 3 jours après leur dernière rencontre. Il avait acheté une peluche pour Élise, une girafe qu'il avait trouvée dans une boutique spécialisée pour enfants. Il avait aussi commandé des plats préparés dans un bon traiteur, pensant qu'après une journée longue de travail, Camille apprécierait de ne pas cuisiner. Il n'y avait aucune stratégie là-dedans, juste une tentative sincère de se rendre utile, de montrer qu'il voulait être là, vraiment. Quand Camille ouvrit la porte, elle fut d'abord surprise par ses bras chargés. « Tu comptes t'installer » demanda-t-elle mi-sérieuse, mi-amusée. Il esquissa un sourire timide. « Non, enfin, pas si tu ne veux pas. J'ai juste pensé que vous apprécieriez ça, et j'ai trouvé ça mignon pour Élise. » Elle prit les sacs sans un mot, lui fit signe d'entrer. Élise, entendant sa voix, accourut immédiatement du fond du couloir. « Tonton Théo !» Elle se jeta dans ses bras, et cette fois, il la serra avec plus d'assurance, plus de naturel. Comme si ce geste devenait peu à peu une habitude. Il la fit tourner une fois, la posa délicatement et lui tendit la girafe. Elle s'extasia comme si c'était un trésor. Camille, elle, resta en retrait, observant la scène. Une fois Élise occupée avec son nouveau jouet, elle appela Théo dans la cuisine. « On doit parler, dit-elle, les bras croisés. » Il s'y attendait. Il avait deviné que ce moment viendrait. Il s'installa en face d'elle, le regard droit. « Je sais que tu veux prendre ta place, Théo. Je le vois, je le sens. Mais je ne suis pas prête. » Il hocha la tête. Il ne répondit pas tout de suite. « Je ne veux pas te la prendre, Camille. Je veux la partager. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas aussi simple. Tu arrives avec ton nom, ton argent, ton envie soudaine d'être père. Mais tu ne connais pas la fatigue, les nuits blanches, les crises de fièvre, les pleurs sans fin. Tu ne sais pas ce que c'est que d'expliquer à une petite fille pourquoi elle n'a pas de papa. » Théo sentit un frisson lui traverser l'échine. Il savait qu'elle disait vrai. Il savait qu'il n'avait pas le droit de réclamer quoi que ce soit. « Donne-moi une chance, juste ça. » « Une chance? Tu crois que ça se gagne avec des peluches et des plats tout prêts? Tu crois que parce que le test a dit que tu es son père, tu es prêt à l'être ?» Elle ne criait pas. Mais sa voix était tranchante, comme une lame de vérité. Il voulut répondre, mais elle le devança. « Je ne veux pas qu'elle vive des déceptions. Je ne veux pas qu'elle s'attache à toi, puis que tu disparaisses. Je l'ai protégée de ça depuis toujours. Et je ne suis pas prête à risquer son équilibre juste parce que tu as découvert que tu as une fille. » Il inspira lentement, les yeux fixés sur ses mains. « Alors qu'est-ce que je fais? Je repars? Je vous laisse? » « Non, tu restes si tu veux, mais tu restes en silence. Tu viens la voir, tu joues avec elle, tu l'écoutes, tu gagnes sa confiance. Pas la mienne, la sienne. Et toi? Demanda-t-il presque dans un souffle. Moi? Je te regarde, je t'observe, et je vois si tu es capable de rester. Pas une semaine, pas un mois, mais toujours. Le mot résonna comme un écho. Toujours. Il n'avait jamais pensé en ces termes. Toujours signifiait abandonner l'ancien Théo, celui qui fuyait, celui qui déléguait, celui qui croyait que l'amour se prouvait avec des actes spectaculaires. Ici, il s'agissait de présence, de constance, de silence partagé et de gestes répétés. Il accepta. Il resta dîner avec elle ce soir-là en silence. Élise, joyeuse, lui montra ses dessins. Camille parlait peu, mais il sentit pour la première fois une fatigue s'effacer de son regard, comme si elle comprenait petit à petit qu'il n'était pas seulement là pour réparer, mais pour construire. À la fin du repas, alors qu'il mettait sa veste, Élise l'attrapa par la main. « Tu viens demain ?» Il regarda Camille. Elle ne dit rien. Pas de oui, pas de non. Juste un regard neutre. Il se pencha vers la petite. « Je vais essayer, d'accord? Tu veux que je vienne ?» Elle hocha la tête avec enthousiasme. Sur le chemin du retour, Théo se surprit à sourire. Pas parce qu'il avait obtenu une victoire, mais parce qu'il avait accepté la défaite. Il avait compris qu'être père ne signifiait pas gagner un combat. C'était s'incliner, chaque jour, devant la confiance d'un enfant, et la mériter. La nuit avait été longue. Allongé sur son lit,
Les bras croisés derrière la tête, Théo fixait le plafond de son appartement silencieux, un vide immense dans la poitrine. Depuis plusieurs jours, il multipliait les visites chez Camille et Élise, respectant les règles, se pliant aux limites imposées, avançant à petits pas dans un monde qui lui était jusqu'alors inconnu. Et pourtant, chaque retour chez lui réactivait un sentiment qu'il croyait enfoui depuis des décennies, l'étrange solitude de l'enfant qu'il avait été. Ce soir-là, il se leva en pleine nuit, incapable de supporter l'agitation de ses pensées. Pieds nus, il traversa le salon et entra dans une pièce qu'il ouvrait rarement, une chambre d'amis transformée en débarras où s'entassaient quelques cartons qu'il n'avait jamais pris le temps de trier. Il en tira une boîte grise, étiquetée « Affaires personnelles », qu'il n'avait pas ouverte depuis la mort de sa mère, plusieurs années plus tôt. Il l'avait conservée par automatisme, sans savoir pourquoi. Il s'assit par terre, ouvrit la boîte et y trouva des lettres jaunies, des cartes postales, des photos anciennes. Sur l'une d'elles, un petit garçon aux cheveux châtains bouclés fixait l'objectif avec un sérieux déconcertant. Théo, âgé de 5 ans, le même âge qu'Élise, même regard, même front, même solitude dans les yeux. Il se souvenait de ce jour-là. C'était un été sec, dans la maison de campagne de ses grands-parents. Son père n'était pas venu, comme souvent. Un prétexte professionnel, un voyage de dernière minute. Sa mère avait souri pour cacher la gêne, mais Théo, même petit, avait compris que son absence n'était pas un accident. Son père ne voulait pas venir, et dans ses silences, dans ses absences, Théo avait appris à ne rien attendre. C'était là, dans cette pièce poussiéreuse, que la vérité lui apparut avec une clarté brutale. Il ne voulait pas devenir ce que son père avait été pour lui. Une silhouette floue, distante, inaccessible. Il voulait être pour Élise ce qu'on n'avait jamais été pour lui. Non pas une image imposante ni une figure d'autorité, mais une présence réelle, rassurante, constante. Il ne s'agissait pas de corriger le passé, mais de refuser de le répéter. Le lendemain matin, il appela Camille. Il ne voulait pas imposer sa présence, mais cette fois, il ressentait le besoin profond de lui parler. Elle accepta, à condition que cela reste bref, entre 2 courses, pendant qu'Élise était à l'école. Ils se retrouvèrent dans un café modeste à 2 pas de chez elle. Camille était fatiguée, ses traits tirés, mais son regard, lui, était plus apaisé qu'avant. « Je ne sais pas pourquoi tu voulais me voir, Théo. Tu viens presque tous les jours. Et tu fais bien. Je ne dis pas le contraire, mais là, il y a quelque chose dans ta voix. » Il ne perdit pas de temps. Il ne voulait pas tourner autour du sujet. « Je repense à mon père, » dit-il simplement. Camille le regarda, surprise. « Ton père. » Il acquiesça. Il n'a jamais été là. Jamais un match, jamais une réunion de parents, jamais un mot de tendresse. Il était dans l'argent, les voyages, les bureaux. Il avait toujours autre chose à faire. Et moi, j'ai grandi dans son ombre, en essayant de mériter son regard. Il baissa les yeux vers sa tasse de café, la tenant entre ses mains comme une encre. Ce que je ressens pour Élise. Je ne sais pas le nommer encore. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas instantané. Mais je sais ce que je ne veux pas. Je ne veux pas qu'elle grandisse en se demandant pourquoi je ne suis pas là. Camille resta silencieuse un instant. Puis, lentement, elle posa ses mains sur la table. « Tu penses qu'il suffit de ne pas fuir pour être différent ?» Il secoua la tête. « Non, je sais qu'il faut plus, mais il faut bien commencer quelque part. Et pour moi, ça commence par être là, tous les jours, même quand je ne sais pas quoi dire, même quand j'ai peur. » Elle le regarda avec attention. Ce n'était plus le Théo arrogant des débuts, ce n'était pas non plus l'homme abattu des premiers jours. Il y avait en lui une sincérité nouvelle, presque fragile. « Tu sais, » murmura-t-elle, « je ne t'ai jamais demandé d'être parfait. Je voulais juste que tu sois vrai. Et là, maintenant, je te crois. » Ce furent quelques mots seulement. Mais pour Théo, c'était plus qu'un encouragement. C'était un pont tendu. Il sentit une chaleur discrète l'envahir, comme si, pour la première fois, il était autorisé à être simplement lui-même. Ils sortirent ensemble du café, puis se séparèrent sans promesse, mais avec un regard plus doux, plus complice. Ce jour-là, Théo ne se contenta pas de revenir voir Élise. Il apporta un livre qu'il avait aimé enfant, un vieux volume aux pages cornées, et lui proposa de le lire ensemble. Ils s'installèrent sur le tapis, et pour la première fois, elle se pelotonna contre lui sans hésitation. Il lut lentement, articulant chaque mot, et sentit sa respiration se caler contre la sienne. Camille, depuis la cuisine,
les observait, une larme silencieuse glissant sur sa joue. Ce qu'elle voyait n'était pas encore une famille, c'était autre chose, quelque chose de fragile, de nouveau, mais de vrai. Et dans ce vrai, il y avait peut-être l'espoir d'un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé seule. Le matin s'était levé dans une tranquillité étrange. Théo se rendait chez Camille avec l'habituelle sensation d'anticipation douce qu'il éprouvait à chaque fois qu'il allait voir Élise. Depuis plusieurs semaines, une routine s'était peu à peu installée entre eux, discrète mais constante. Il venait l'après-midi après l'école, la faisait rire, l'aidait à dessiner ou lisait pour elle des histoires de princesses et de lions. Camille, toujours vigilante, observait de loin, intervenait parfois, mais avec de moins en moins de méfiance. Une sorte d'équilibre fragile s'était créé, non défini, non nommé, mais bien réel. Ce jour-là, cependant, quelque chose clochait. Camille ne répondit pas lorsqu'il sonna à la porte. C'est Élise qui ouvrit toute petite dans l'encadrement, les yeux brillants d'innocence. « Maman est couchée », dit-elle en chuchotant. « Elle a mal au ventre. » Théo fronça les sourcils et entra doucement, suivant la fillette jusqu'à la chambre. La lumière était tamisée. Camille était recroquevillée dans le lit, le visage pâle, la respiration courte. Elle tenta de se redresser en le voyant, mais il l'en empêcha d'un geste. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, inquiet. « C'est rien. Ça passera. » Mais son teint, ses mains glacées, les perles de sueur sur son front, contredisaient chacun de ses mots. Élise observait la scène, le pouce dans la bouche, ses grands yeux inquiets fixés sur sa mère. Théo prit rapidement une décision. Il appela les urgences. Camille protesta, tenta de se lever, mais n'en avait pas la force. Quelques minutes plus tard, une ambulance arrivait. Il resta avec Élise dans l'entrée pendant que les ambulanciers l'emmenaient. La petite tenait fort sa peluche contre elle. Théo la prit dans ses bras, la serra contre lui. « Maman va aller à l'hôpital », murmura-t-il. « Ils vont bien s'occuper d'elle. »« Elle revient ce soir ?» Il aurait voulu répondre oui, mais il ne savait pas. Il se contenta de la bercer doucement en silence. Les jours suivants furent un bouleversement complet. Camille avait été hospitalisée d'urgence pour une hépatite aiguë. Les médecins étaient réservés, prudents. Son état nécessitait des soins intensifs et un suivi régulier. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Et Élise, elle, ne pouvait pas rester seule. Théo n'eut pas le moindre doute. Il proposa immédiatement de s'occuper d'elle. Il signa les autorisations temporaires à l'hôpital, prit des congés de ses responsabilités et installa Élise chez lui dans son appartement du 16e arrondissement. Il fit aménager une chambre pour elle, repeignant les murs, choisissant des meubles avec soin, allant jusqu'à lui laisser choisir elle-même la couleur des rideaux. « Tu veux violet ou bleu ?» demanda-t-il un soir, accroupi à côté d'elle dans un magasin de décoration. « Violette !» cria-t-elle avec enthousiasme. « Comme les licornes !» Il sourit. Elle s'attachait vite, trop vite peut-être. Mais lui, il s'attachait encore plus fort. Il découvrait chaque jour une part de lui-même qu'il n'avait jamais connue. Il apprenait à faire des tresses, à préparer des petits déjeuners avec des tartines en forme d'animaux, à répondre à 1000 questions sur les étoiles, les fourmis ou les rêves. Il se couchait épuisé mais heureux, écoutant la respiration régulière de l'enfant dans la pièce voisine, rassuré par sa simple présence. Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner, Élise leva les yeux vers lui, très sérieuse. « Est-ce que tu vas toujours être là ?» Il posa lentement sa tasse. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Parce que parfois, les grands, ils partent, et ils reviennent plus. » Il sentit une boule se former dans sa gorge. « Moi, je ne vais pas partir. Même quand maman reviendra ?» Il hocha la tête. « Surtout quand maman reviendra. » Elle sembla satisfaite de la réponse. Elle reprit son chocolat chaud, comme si rien n'avait été dit. Mais Théo resta figé, bouleversé par la profondeur de cette question. Elle ne cherchait pas seulement une présence, elle cherchait une promesse. Il la conduisit à l'école tous les jours, l'accompagnait à ses cours de danse, faisait les devoirs avec elle. À chaque fois, les enseignants le saluaient avec respect, sans poser de questions. Il était là, il assumait. C'était tout ce qui comptait. Mais au fond de lui, il savait qu'une frontière invisible subsistait. Il n'était pas encore le père, pas aux yeux de l'administration, pas aux yeux du monde, seulement dans le cœur d'une enfant. Les nouvelles de Camille étaient fluctuantes. Elle allait mieux certains jours, plus mal d'autres. Elle appelait souvent, parlait à Élise en vidéo, la rassurait, lui chantait des chansons à distance. Mais elle ne parlait pas beaucoup à Théo.
quelques mots, des remerciements, une fatigue palpable. Il savait qu'elle se battait, qu'elle se reposait sur lui malgré sa prudence passée. Il ne lui en voulait pas. Il attendait. Un soir, alors qu'il bordait Élise, elle lui demanda « Et si maman ne revient pas ?» Il la regarda, le cœur serré. « Elle reviendra, ma chérie. Mais si elle revient jamais ?» Il la serra contre lui. « Alors je serai là. Toujours. » Elle s'endormit peu après, paisiblement. Lui resta encore un moment à ses côtés, écoutant le silence. Dans ce calme apparent, il sentait battre quelque chose de profond. Ce n'était plus une épreuve, ce n'était plus une mission, c'était un lien. Un amour nouveau, ancien, comme une racine qu'on découvre sous la terre après des années d'ignorance. Camille était absente, mais son absence révélait une vérité simple. Théo n'était plus un étranger. Il était devenu indispensable, pas en tant que sauveur, mais en tant que présence, en tant que pilier. Et il savait que, quoi qu'il arrive, il ne laisserait plus jamais cette petite fille affronter la vie seule. La journée avait commencé sous un ciel couvert, mais rien n'aurait pu ternir l'énergie d'Élise ce matin-là. Elle avait enfilé sa robe préférée, celle avec des petits cœurs brodés sur la poitrine, et tournait sur elle-même dans le salon comme une ballerine. Théo, debout près de la table du petit déjeuner, l'observait avec une tendresse mêlée de crainte. Ce jour était important, plus que n'importe quel autre depuis des semaines. Camille sortait de l'hôpital. Après presque un mois d'absence, elle revenait enfin à la maison. Et lui, Théo, se sentait comme suspendu au bord d'une falaise, entre soulagement et incertitude. Il s'était occupé de tout pour son retour. Il avait nettoyé l'appartement, préparé un déjeuner léger, acheté des fleurs. Rien de prétentieux, juste un petit bouquet de marguerites, celles qu'elle avait mentionnées un jour en passant. Élise avait préparé un dessin, un paysage étrange où un soleil violet brillait sur une maison aux murs verts et où une famille de 3 personnages se tenait par la main. Elle avait désigné les personnages à Théo, un à un, comme une évidence. Toi, moi, maman. Il n'avait pas su quoi dire. Il avait simplement souri. Lorsque Camille arriva en taxi médicalisé, elle fut accueillie dans le silence respectueux de l'entrée, le cœur battant. Théo l'attendait, Élise accrochée à sa jambe. L'enfant fut la première à réagir. Elle courut vers sa mère, l'enlaça avec une énergie qui faillit la faire tomber. Camille, affaiblie, s'agenouilla lentement pour la prendre contre elle. Elle ferma les yeux. Une larme roula le long de sa joue. « Tu m'as manqué », dit Élise en chuchotant. « Toi aussi, ma puce. » Elles restèrent ainsi en silence quelques secondes suspendues hors du temps. Puis Camille releva les yeux vers Théo. Elle était amaigrie, les traits tirés, mais son regard brillait d'une lumière nouvelle. Il n'y avait ni reproche ni distance, juste une émotion brute, sans défense. « Bonjour » murmura-t-elle. « Bonjour, je suis content que tu sois rentré. »« Moi aussi, merci pour tout ça. » Il ne répondit pas. Il savait que les mots ne suffiraient pas. Ce qu'il avait fait pendant son absence ne se résumait pas à une simple garde temporaire. Il avait été là, chaque jour, dans les gestes les plus simples, dans les nuits sans sommeil, dans les larmes d'Élise, dans ses fous rires soudains, dans ses silences d'enfant. Il avait appris à être père sans qu'on le lui demande. Camille entra doucement dans l'appartement, guidée par Élise, qui lui montrait fièrement le « nouveau chez nous ». La chambre de la petite avait été transformée. Rideau violet, lit à barreaux remplacé par un petit lit de grande, dessin collé au mur. Camille s'arrêta sur le seuil, émue. Elle regarda Théo par-dessus l'épaule d'Élise. « C'est toi qui as fait ça ?» Il haussa les épaules. « Elle a choisi. Moi, j'ai juste tenu les vis. » Ils sourirent. C'était la première fois qu'ils souriaient ainsi depuis longtemps. Pas comme des anciens amants, pas comme des collègues, mais comme 2 êtres humains qui venaient de traverser quelque chose d'immense, ensemble, sans s'y préparer. Camille passa le reste de la journée à se réapproprier son espace. Elle touchait les objets comme s'ils étaient nouveaux, s'asseyait avec prudence, observait Élise comme pour rattraper le temps perdu. Théo, lui, se faisait discret, présent, sans être envahissant. Il préparait le dîner, mettait la table, aidait sans attendre de reconnaissance. Après le repas, alors qu'Élise s'endormait dans les bras de sa mère sur le canapé, Camille lui caressa les cheveux et murmura « Elle t'adore ». Il s'approcha lentement, s'agenouilla devant elle. « Et moi, je suis fou d'elle ». Camille ferma les yeux un instant. « Je croyais que tu allais partir quand j'ai été hospitalisé, que tu allais trouver ça trop lourd.
trop contraignant. Moi aussi, je le croyais. Elle ouvrit les yeux, le regarda. « Mais tu es resté. » Il hocha la tête. J'ai compris que je n'avais jamais été aussi vivant qu'en m'occupant d'elle. Ce n'est pas un fardeau. C'est un sens que je ne connaissais pas avant. Elle posa Élise doucement sur le coussin à côté d'elle, l'aborda puis se tourna vers lui. « Ce que tu as fait, ce n'est pas rien, Théo. Ce n'est pas juste beau. C'est juste. C'est vrai. » Il baissa les yeux, troublé. « Je ne sais pas ce que tu attends de moi maintenant, Camille. Je veux dire au-delà d'être là pour elle. » Elle hésita, puis, d'une voix douce, « Je ne sais pas encore. Je dois réapprendre à vivre, à respirer, à nous voir tous les trois ensemble, sans peur. » Il acquiesça. « Tu n'as pas à te presser. Moi non plus. » Ils restèrent là, en silence, assis côte à côte, Élise dormant à quelques centimètres d'eux. Dehors, la pluie avait commencé à tomber doucement. Les gouttes heurtèrent la fenêtre dans un rythme régulier, presque apaisant. Et dans ce silence, une certitude naissait, discrète, mais profonde. Ils n'étaient plus deux mondes opposés. Ils étaient un début. Pas un couple, pas encore une famille dans les mots, mais une présence partagée, un lien noué par l'amour d'une enfant, et cela aucun papier, aucun passé ne pouvait l'effacer. L'automne parisien avançait doucement, et avec lui une forme de routine s'était installée dans le petit appartement de Saint-Denis. Théo venait presque chaque jour, parfois pour 1 heure, parfois pour la soirée entière. Élise, désormais pleinement habituée à sa présence, le considérait comme un élément naturel de son univers. Elle l'attendait, l'appelait, l'incluait dans tous ses jeux. Camille, de son côté, se remettait lentement. Les couleurs revenaient à ses joues, la fatigue persistait, mais elle reprenait peu à peu sa place, sa voix, son rôle. Théo, lui, sentait que quelque chose devait évoluer. Ce lien qu'ils avaient tous construit ensemble ne pouvait plus rester suspendu dans une zone floue, sans nom, sans direction. Il ne savait pas ce qu'il espérait, mais il savait ce qu'il ne voulait plus. Vivre à moitié, être un invité dans la vie de sa propre fille, un passager toléré au gré des circonstances. Il fallait une proposition claire, un pas en avant. Un soir, après avoir couché Élise, alors que Camille débarrassait la table dans la cuisine, Théo s'approcha d'elle, nerveux. Il tenait une enveloppe. Camille se tourna, intriguée. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas un chèque ni un contrat. C'est une lettre. Je l'ai écrite cette nuit. » Elle prit l'enveloppe, l'ouvrit lentement, sortit la feuille. Il l'avait écrite à la main, d'une écriture appliquée, chose rare pour un homme habitué au clavier et aux signatures électroniques. Elle lut en silence. Le texte était simple. Théo y proposait une nouvelle forme de vie. Il ne parlait pas de garde partagée, ni de déménagement. Il proposait de la stabilité, que Camille et Élise restent dans leur appartement, mais que les frais soient couverts par lui sans contrepartie. Qu'ils prennent leur temps, sans urgence, pour construire une coparentalité à leur manière, pas de tribunaux. Pas de papier officiel pour l'instant, juste une présence, des rendez-vous réguliers, des week-ends ensemble, des repas à 3. Il écrivait qu'il ne voulait pas prendre la place de Camille, ni l'éloigner de ce qu'elle avait bâti seule, mais simplement ajouter de la lumière là où elle avait été forcée de marcher dans l'ombre. Lorsqu'elle leva les yeux, elle ne dit rien. Elle s'approcha de la fenêtre, s'appuya contre le rebord, la lettre toujours en main. « Tu veux vraiment ça ?» demanda-t-elle. « Oui, sans pression, sans attente immédiate, juste, être là, avec vous. » Elle inspira profondément. Elle ne s'attendait pas à cette proposition. Elle s'attendait à une demande de reconnaissance officielle, à une bataille pour plus de droits. Mais ce qu'il proposait n'était ni une fuite, ni une prise de pouvoir. C'était une main tendue, honnête. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Peur que ça marche trop bien. Peur que tu sois sincère et que moi je m'habitue, que je recommence à y croire. » Il s'approcha, sans la toucher. « Moi aussi j'ai peur, mais j'ai plus peur encore de ne pas essayer. » Elle hocha lentement la tête, les yeux brillants. « Tu veux qu'on vive ? Comment exactement ? Comme on peut. Tu restes ici. Élise garde ses repères. Moi, je viens souvent. On organise les choses. Pas comme une famille parfaite, mais comme 3 personnes qui s'aiment et qui veulent se rendre la vie plus douce. » Camille tourna enfin les yeux vers lui. « Tu es sûr de pouvoir vivre comme ça ? Sans contrôle ? Sans statut ? Je n'ai jamais rien contrôlé de tout ça. Et pourtant, c'est ce que j'ai de plus précieux aujourd'hui. » Elle s'approcha, déposa la lettre sur la table et murmura « D'accord,
Mais si un jour tu changes d'avis, tu dois me le dire, tout de suite. Pas après. Je ne changerai pas d'avis. On verra. Les semaines suivantes furent une découverte nouvelle. Ils organisèrent les jours comme un trio un peu étrange, mais fonctionnel. Théo accompagnait Élise à l'école un jour sur deux, la récupérait les mercredis après-midi, venait souvent cuisiner le dimanche. Camille, méfiante au début, se détendit peu à peu. Elle acceptait les moments partagés, sans pour autant effacer les douleurs du passé. Un soir, alors qu'ils étaient assis tous les trois sur le canapé, Élise demanda « Est-ce que maintenant on est une famille ?» Théo et Camille se regardèrent. Il n'y avait pas de réponse parfaite. Camille lui sourit doucement. « On est. Nous. Et nous, c'est quoi ?» Théo prit la main d'Élise, puis celle de Camille. « Nous, c'est ce qu'on construit chaque jour. C'est un peu comme un dessin qu'on fait à plusieurs. » Elle sembla réfléchir, puis hocha la tête. « Alors je veux qu'on dessine encore. » Beaucoup. Ils rirent tous les trois. Et dans ce rire, il n'y avait plus de peur, plus de doute. Juste l'élan d'un présent qu'ils découvraient ensemble, sans modèle, sans certitude, mais avec l'envie sincère d'avancer. Pour Théo, c'était le début d'une vie plus vraie. Pour Camille, la fin d'un combat solitaire. Et pour Élise, peut-être, le début d'une histoire où l'amour ne s'expliquait pas, mais se vivait, chaque jour, sans promesse ni condition. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Le 6e anniversaire d'Élise. Depuis plus de 2 semaines, elle comptait les dodos avec une excitation fiévreuse, réveillant Théo par des cris de joie, traçant sur des feuilles A4 les plans détaillés de la fête qu'elle imaginait. Ballons violets, gâteaux aux fraises, chaises pour tous ses amis, et surtout, une grande table pour maman, Théo et tous les gens gentils. Théo, qui n'avait jamais organisé une fête d'anniversaire de sa vie, pas même pour lui-même, s'était lancé dans l'aventure avec un mélange de nervosité et de fierté. Il avait loué la salle commune d'un petit centre culturel à 2 rues de l'immeuble de Camille. Rien de luxueux mais assez chaleureux, avec une verrière qui donnait sur un jardin intérieur. Il avait passé les jours précédents à commander des décorations, préparer les cartons d'invitation à la main avec Élise et même tester une recette de gâteau maison aidé par une voisine boulangère qui avait pris pitié de lui en voyant l'état de sa première tentative. Camille, d'abord réticente à l'idée de mélanger les mondes, avait fini par accepter, touchée par l'implication de Théo et surtout par l'enthousiasme débordant d'Élise. Elle avait même cousu à la main une robe nouvelle pour sa fille, faite de tissus récupérés, mais d'une élégance simple qui la rendait lumineuse. Le matin du grand jour, Paris semblait suspendu. Le ciel était d'un bleu franc, sans un nuage. Dans la salle, Théo courait dans tous les sens, accrochant des guirlandes, arrangeant les chaises, gonflant des ballons à en perdre haleine. Camille arrivait avec Élise 1 heure plus tard, et il voulait que tout soit parfait. Pas parce qu'il voulait impressionner, mais parce que, pour la première fois, il avait l'occasion de donner à sa fille, il n'utilisait plus d'autres mots, un moment de bonheur complet, sans manque, sans incertitude. Les invités commencèrent à arriver un peu avant 14 heures. Des camarades d'école, quelques voisins, des collègues de Camille, même 2 anciens collègues de Théo, étonnés mais sincèrement heureux de le voir dans ce rôle inattendu. Élise, vêtue de sa robe violette, entra dans la salle avec des yeux brillants. Elle s'arrêta net en voyant la décoration, les guirlandes, les ballons, la table des cadeaux, le gâteau au centre. « C'est pour moi ?» souffla-t-elle. Théo s'agenouilla devant elle. « Pour toi, pour ton grand jour. » Elle se jeta dans ses bras avec une joie éclatante. Camille, quelques pas derrière, observait la scène, les mains serrées contre sa poitrine. Elle pleurait, mais pas de fatigue, ni de solitude. Elle pleurait de soulagement, parce que pour la première fois, elle n'était plus seule à porter le bonheur de sa fille. La fête battit son plein. Il y eut des jeux, des courses, des rires, des danses maladroites. Théo, chemise retroussée, servait les verres de jus de fruits, aidait à allumer les bougies, se laissait peindre le visage par un petit garçon en délire. Camille gérait la playlist, aidait à couper le gâteau, riait à gorge déployée. C'était simple, c'était vrai. C'était une fête d'enfants, mais aussi une célébration silencieuse d'un équilibre nouveau. Vers la fin de l'après-midi, alors que la lumière dorée du soleil pénétrait par la verrière, Élise grimpa sur une chaise au centre de la salle. Les conversations cessèrent. Elle leva les bras, appelant au silence. « Je veux dire quelque chose. »
Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle prit une inspiration profonde, comme si elle s'apprêtait à prononcer un discours présidentiel. « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, et c'est le meilleur jour de toute ma vie. » Un murmure de tendresse parcourut la salle. Théo, figé, sentit son cœur se serrer. « Parce que je suis avec ma maman, et mon Théo, et tous mes amis. » Elle descendit de la chaise et courut vers eux, les bras grands ouverts. Camille et Théo l'attrapèrent ensemble, l'enlaçant dans une étreinte silencieuse. Personne ne parla, mais tout le monde comprit. Ce moment, cet instant figé dans le temps, était une naissance. Pas celle d'un enfant, mais celle d'une famille. Inattendue, imparfaite, mais réelle. Après le départ des invités, ils restèrent à trois dans la salle vide, assis sur le sol, entourés de papiers cadeaux et de confettis. Théo prit la main de Camille. Elle ne la retira pas. « Tu crois qu'on va y arriver ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Il regardait Élise qui dessinait par terre avec ses nouveaux crayons. « On n'a plus besoin d'y croire, on est déjà dedans. » Elle tourna le visage vers lui et dans ses yeux, il vit quelque chose de rare. Pas de la résignation, pas de la peur, mais une confiance fragile, née de la fatigue et de l'amour. Ce jour-là ne fut pas la fin d'une histoire. Il en marqua un commencement. Celui d'un quotidien à inventer, d'un lien à entretenir, d'une promesse à tenir sans avoir besoin de la prononcer. Ce n'était pas un conte, ce n'était pas parfait, mais c'était à eux, et cela suffisait.